Salut les réfractaires, aujourd'hui comme tous les lundis à 18 h, on va faire une revue des réfractaires. En gros ça consiste à parler de toute l'actualité qui s'est passée ces 7 derniers jours. Et il va y avoir 2 changements avec cette formule. Déjà c'est que entre toutes les infos importantes entre guillemets, on va glisser 2-3 petites infos légères pour essayer de donner un autre rythme aux vidéos. Et le deuxième truc, je sais pas si tu vois le changement mais... Et après je fais de la musique et... Et on va commencer cette revue des réfractaires en parlant d'une actualité dont on avait déjà parlé la semaine dernière, mais là il y a du neuf. Si tu te souviens, tous les grands médias, ils avaient appelé ça le renouveau du dialogue social avec la Macronie, machin, le jour d'après. Quand Castex, il avait repoussé les négociations pour la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage à dans 6 mois à peu près. Donc là on était tous contents, la victoire des syndicats, sauf que Libération nous apprend que c'est un peu plus pervers que ça. Parce que oui, le gouvernement vient de publier des décrets qui vont durcir encore un peu plus les règles d'indemnisation. Bon, ça touche à des trucs que je comprends jamais vraiment et si tu veux aller voir plus en détail, il y a les liens en description, mais en gros, ça va enlever à 10 000 personnes par mois leur indemnité. Et en plus, ceux qui se sont bouffés la réforme de l'assurance chômage là, ces derniers mois, ils vont pas profiter de la suspension de cette même réforme. Et pourtant, c'était ce qu'avaient compris tous les syndicats à la sortie de leurs négociations il y a quelques semaines. En gros, Castex, il a dit un truc, mais pas vraiment, et tout le monde l'a cru sans véritable bonne raison. Enfin bref, c'est un exercice de langue de bois encore une fois. Et c'est donc avec cette langue de bois et cette trahison que Jean Castex lance la nouvelle saison du dialogue social à la Macron. Sinon, on apprend que Benalla a été mis en examen en février pour ses histoires de passeport diplomatique qu'il a continué à utiliser pour des fins privées après s'être fait virer. Ce qui fait que le bonhomme, il est quand même mis en examen 2 ans après les faits et 1 an et demi après sa première garde à vue. Donc tu me diras, ça montre quand même qu'il y a une certaine justice qui est laxiste pour lui. Mais en tout, ça fait quand même 7 affaires judiciaires qu'il a sur le dos. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive d'une manière ou d'une autre, Alexandre Benalla, il va sans doute être condamné et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On en a parlé longuement dans une précédente vidéo, le dernier sommet européen a largement raboté le budget de l'Union européenne, en sauvegardant d'un côté les subventions, mais pas du tout les projets en commun que portaient les différents États. Le Parlement, qui avait demandé, lui, 2000 milliards et non les 1074 qui ont été actés par les chefs d'État durant ce sommet historique, viennent de voter une résolution critique contre ce fameux accord. Notamment parce qu'il planifie sur 7 ans une baisse de financement de la recherche, de la santé et de l'éducation. D'autant plus que ce vote au Parlement, il s'est fait à une très large majorité, puisqu'il n'y avait que le groupe des libéraux d'Emmanuel Macron qui ont voté contre. Ce qui fait que, vu que le Parlement, une de ses seules prérogatives, c'est justement le vote du budget, il y a de fortes chances qu'en automne, il y ait une petite émulsion qui se passe là-bas. Et la justice continue à faire parler d'elle, vu qu'elle remet en examen Balkany, soupçonné cette fois d'avoir utilisé des agents municipaux à son propre compte en s'en servant comme chauffeur. Sauf que le petit détail, c'est que les Balkany, ils ont profité de ce chauffeur-là pour aller dans leur villa, dans les Antilles notamment. Donc on ne se parle pas d'un petit kebab qu'ils auraient pris après une réunion un peu tardive, non. Ce qui fait que cette affaire-là, ça peut se rajouter aux 5 ans d'emprisonnement qu'ils ont déjà pris il n'y a pas très longtemps, même si ces 5 ans, c'est aménageable comme vous avez vu, parce qu'avec leurs problèmes de santé, tout ça. Mais toute cette époque qu'on est en train de vivre d'austérité, de mauvaise gestion de l'État, de dérive autoritaire, tout ça, ça va bientôt prendre fin, parce que tu as un homme qui va prendre ça en main, c'est Laurent Geoffrin. Vous savez, c'est le mec de Libération, là, que tout le monde écoute passionnément, qui a décidé de quitter son journal pour se concentrer dans un mouvement politique dont le but, ça va être d'unir la gauche. Voilà. D'ailleurs, on va voir mercredi ensemble pourquoi le mot « unir la gauche » est un peu désuet et un peu surfait, d'autant qu'il contient en lui une espèce d'illusion d'optique. Ce qu'il ne dit pas dans sa déclaration, mais que précise bien sûr le Figaro, c'est qu'il va devenir un des 3 administrateurs du nouveau fonds de dotation pour Libération, un fonds naturellement financé par le milliardaire Patrick Drahi. C'est donc le retour de la vieille gauche anticapitaliste comme on l'aime. Et pendant que certains donnent des coups d'épée dans l'eau avec le hollandisme, il y en a d'autres qui font le boulot. Par exemple, tu as la Clé des Ondes qui est une radio à Bordeaux qui a interviewé un économiste alternatif. Il a participé à des conférences organisées par Radio France et les économistes atterrés et ils ont discuté d'un super sujet, l'utilité de la dette.
Et pour ça, il commence à causer de la grosse crise économique post-Covid qui pousse les États à s'endetter avec l'aide de la BCE pour financer leur grand plan de relance. Ce qui fait que la dette française va probablement bondir de 100% à 120% du PIB. Et évidemment, c'est avec cette peur de la dette que les libéraux, ils arrivent à justifier à peu près n'importe quel programme économique. Mais ce que dit cet économiste-là, c'est que c'est quand même très surfait. Parce qu'en réalité, un État, il peut réemprunter autant qu'il veut au marché financier pour ce qu'on appelle rouler une dette. En gros, l'État, il emprunte pour payer les emprunts qu'il avait fait avant. Et ça, c'est une chose que nous, on peut pas du tout faire, mais qu'un État peut se permettre. Mais surtout, le plus important, c'est que quand un État, il emprunte comme ça et qu'il le réinvestit, par exemple, dans des services publics ou indirectement dans des salaires, ce qui arrive, c'est que tout d'un coup, tu as beaucoup plus d'argent qui est dans l'économie réelle. Et donc ça permet de financer des entreprises, des emplois, des trucs, enfin bref, ça relance réellement l'économie. Sauf que dans notre système, c'est assez pervers parce que de plus en plus, les grosses entreprises deviennent de plus en plus grosses et fatalement, à chaque fois qu'il y a un échange, tu as une part qui est obtenue par Google, par Amazon, par tout ce que tu veux, qui va financer à un moment donné des dividendes, donc des actionnaires, donc ce marché financier. Ce qui fait que tu as un mouvement des capitaux de l'économie réelle vers les marchés financiers. Ce qui fait que l'État a deux solutions, soit il met un impôt sur le marché financier pour réinvestir cet argent dans l'économie réelle, soit il est obligé de contracter une dette auprès du marché financier pour le réinvestir dans l'économie réelle. Et ça, c'est la solution qui a été choisie par Emmanuel Macron, par l'Europe et par tous les néolibéraux en général. Sauf que le problème, c'est que les néolibéraux, ils mettent à côté de ça une austérité de l'économie réelle en faisant en sorte de couper dans le budget de l'État. Et ce qui est un peu totalement contradictoire, le fait de vouloir réinjecter de l'argent, mais en même temps en limitant et en coupant le budget de l'État. Et ce qui se passe en réalité, c'est que l'argent n'est jamais réinvesti et qu'en plus de ça, l'État est amputé de son budget et de son service public. Un chouette entretien qui permet de mettre à mal un des principaux arguments des néolibéraux, celui qui consiste à comparer l'État à un ménage. Donc en gros, l'État il est censé se comporter comme un bon père de famille et donc couper dans le budget pour être dans les lignes, dans les clous. Sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est que l'État, c'est pas du tout un ménage en fait, parce qu'il peut décider de ses propres recettes avec la fiscalité, il peut rouler sa dette, il peut faire sa loi, il peut même, si on va un peu plus loin, créer son propre argent. Sauf que le souci, c'est qu'avec les traités européens, les seules personnes qui peuvent créer de l'argent, c'est soit les banques privées, soit une banque centrale européenne qui est totalement indépendante et sur lequel le pouvoir politique ne peut pas peser. Ce qui fait que cette solution-là, directe, alors qu'elle aurait pu être utile, est interdite par les traités. D'ailleurs, cet entretien, il est en accès libre et si ça t'intéresse, tu peux choper le lien en description. Il y a 10 ans, Wikileaks sortait les journaux afghans. 90 000 rapports de l'armée américaine sur la guerre d'Afghanistan, qui avait suivi un an plus tard de 400 000 documents sur la guerre d'Irak, dont une vidéo de soldats américains sur un hélicoptère ouvrant le feu sur des civils dans un quartier de Bagdad. Et si celle qui est à l'origine des divulgations des documents de la guerre d'Irak a été libérée en début d'année, c'est toujours pas le cas pour Julian Assange. Parce que Julian Assange, il était à l'ambassade d'Équateur à Londres, sauf que en Équateur, ce sont les libéraux qui sont passés et puis la gauche qui est au pouvoir là-bas, ce qui fait que plus ou moins ils ont vendu Assange pour avoir un prêt du FMI. Enfin bref, c'était une histoire un peu chelou. Ce qui fait que là, Assange, il est toujours en prison à Londres et les États-Unis demandent son extradition. Et le problème, c'est que si Assange il tombe dans les mains des Américains, il a quand même 18 chefs d'inculpation sur le dos, ce qui lui équivaut à peu près à la prison à vie pour plusieurs vies. Par contre, son avocat en France, il est devenu le nouveau ministre de la Justice. Et il a annoncé en début d'année vouloir demander l'asile politique en France pour Assange. Et d'ailleurs, c'est avec ça qu'on va pouvoir mesurer l'honnêteté intellectuelle du bonhomme. Parce que s'il fait l'inverse de ce qu'il a dit il y a 3 mois, ça vaut pas cher le bonhomme, quoi. Et on finit avec Cerveau non disponible qui a partagé une analyse de l'île insurgée sur les antennes 5G, avec notamment une liste impressionnante d'antennes 5G sabotées. Et c'est un bon timing puisque l'équipe de Fakir a annoncé aussi mener une campagne pour lancer le débat sur la 5G, avec en première étape une distribution d'une édition spéciale et d'un 4 pages. Bref, avec tout ça, ce qui est clair, c'est que les antennes 5G, ça va être le prochain combat militant dans les années à venir, parce qu'il renferme en lui énormément de débats, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau des libertés publiques, mais aussi au niveau écologie, sur la critique du progressisme. D'autant plus qu'entre les actions directes qui consistent à cramer des antennes ou alors de l'éducation populaire, il y a de quoi satisfaire les appétits militants.
Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Et donc là on était à la fonderie de Servan-sur-Vilaine, voilà, plutôt stylé. En tout cas on se retrouve mercredi, on va parler du clivage gauche-droite, et sinon bon bah à la prochaine quoi, des bisous.